Merci. Merci beaucoup. Merci Patrick et merci à tous les deux d'être avec nous. Je ne sais pas si Mario Stasi va également se joindre par visio. On le saluera au moment où il apparaîtra. Je vous propose simplement de dire un mot sur ce que vous êtes et ce que vous avez écrit, de vous interroger l'un et l'autre sur la manière dont ce que vous avez écrit résonne avec certaines des idées, certains des éléments caractéristiques de cette famille politique. Et puis ensuite, on ouvrira naturellement le débat avec la salle. Jean Birnbaum, vous êtes écrivain, vous êtes directeur du Monde des livres depuis 2011. Vous avez notamment travaillé récemment sur la relation qu'entretient la société française avec le djihadisme, un sujet sur lequel on ne manquera pas de vous interroger au lendemain de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Vous publiez aux éditions du Seuil Le courage de la nuance. Patrick en a parlé, Jean-Pierre Coubertin-Font connaît ce livre par cœur. Le point de départ, c'est le sentiment d'oppression que vous exprimez dans les premières pages du livre, provoqué par la dégradation et la radicalisation du débat public, sous l'effet des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu. Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison, écrivez-vous en citant Camus. Et donc, pour réhabiliter le sens de la nuance et le discernement, vous avez convoqué dans le livre 7 figures majeures, Camus, Bernanos, Arendt, Aron, Orwell, Tillion et Barthès, qui chacun à leur manière et à leur époque illustrent l'héroïsme de la mesure, écrivez-vous, même si ils en ont parfois payé un certain prix. Et je vais vous citer dans le texte, les femmes et les hommes que j'ai voulu réunir dans ce livre ne savaient pas où se mettre. Ils étaient trop nuancés pour s'aligner sur des slogans, trop libres pour supporter la discipline d'un parti, trop sincères pour renoncer à la franchise, trop mobiles pour obéir à la police des frontières, que ces frontières soient politiques ou littéraires. Ce refus d'être assigné à résidence, ils l'ont payé cher. Jean Birnbaum, notre famille politique, elle aussi, a parfois payé cher son sens de la nuance. François peut en attester. Et nos adversaires de droite et de gauche ont parfois eu beau jeu de dire que c'est précisément cette nuance et cette modération qui fait notre identité, nous réduisant à un filet d'eau tiède, à un ventre mou. Alors même que, et nous l'avons démontré avec le groupe, avec les collègues parlementaires qui sont là, nous portons, cette famille politique porte avec constance un projet de société qui se distingue radicalement du projet de société de la droite et du projet de société de la gauche. Sur la question des familles, c'est notre famille politique qui a créé les allocations familiales, qu'elle a défendues lors de ce quinquennat. L'intéressement et la participation a aussi été créé par notre famille politique, et c'est un sujet que nous continuons de défendre à l'Assemblée nationale. On pourrait citer la question de la dépendance, puisque les premières politiques de dépendance ont été menées par des démocrates, et l'été dernier, c'est à nouveau le groupe MoDem à l'Assemblée nationale qui a défendu la création de la 5e branche de la sécurité sociale. On pourrait aussi parler de la question de la décentralisation du pouvoir, c'est-à-dire de son installation là où il peut être exercé avec le plus de justice et d'efficacité, que ce lieu soit européen ou qu'il soit au plus près des préoccupations de nos concitoyens. Ça aussi, ça nous distingue de la vie, des autres grandes familles de la vie politique française, et ça aussi, nous le défendons. Je ne sais pas si Jacqueline est arrivée, mais avec constance et détermination depuis longtemps. Alors, Jean Birnbaum, peut-on être adepte, pratiquant de la nuance, et porter un projet politique radicalement différent des autres ? Bonjour, est-ce que ça va, vous m'entendez ? Merci pour cette belle et juste présentation. C'est un exercice nouveau pour moi, je suis très heureux d'être parmi vous, mais c'est vrai que je n'ai jamais participé à ce genre de rencontre. Donc j'ai hâte qu'on passe à la discussion et qu'on puisse discuter non seulement avec Rachel, Can et Mario Stasi, mais aussi tous ensemble. Mais oui, je dirais, enfin, pour répondre à votre question, évidemment, je répondrais oui. Moi, c'est tout mon propos. Tout dépend aussi de ce qu'on entend par la modération. J'essaie de montrer dans le livre, mais je vais pas revenir longuement là-dessus, que effectivement, la modération, c'est tout sauf quelque chose de tiède, c'est tout sauf quelque chose de mou, que finalement, reconnaître ses propres failles, c'est pas être lâche, que souvent,
être conscient de ses doutes ou les mettre en avant, c'est pas non plus être tombé dans la dérobade. Et que quand on est dans des périodes comme celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à nouveau de brutalisation, c'est pas la première, mais on se ressent tous physiquement aujourd'hui qu'il y a quelque chose de très dur qui monte à l'échelle mondiale et ici aussi en termes de crispation du débat, de circulation de la mauvaise foi, d'une violence qui répond à la violence, de slogans qui répondent aux slogans. Dans ces moments-là, comme il y a eu dans il y a eu les années 30, la guerre froide, dans ces moments-là, je pense que particulièrement, la nuance redevient un courage et la modération redevient une sorte d'héroïsme. Ça, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, j'essaie de le montrer à partir de tous ces noms que vous avez cités. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de citer des beaux textes, parce que c'est des gens qui ont fait des beaux textes, mais c'est aussi des gens qui, physiquement, ont traversé des épreuves très difficiles, dans des moments très périlleux du XXe siècle. Et à chaque fois, quand on regarde précisément les prises de position qui ont été les leurs, au moment des années 30, au moment du fascisme, au moment de la Seconde Guerre mondiale, des conflits, des guerres anticoloniales, etc. À chaque fois, on s'aperçoit que sur le moment, effectivement, des gens qui essayaient d'avoir une position nuancée apparaissaient comme tout mous, comme des grands méchants mous, si j'ose dire, mais qui, finalement, avec le recul, on voit que leur position était la plus juste, non seulement la plus juste politiquement, mais la plus digne moralement. Ou plutôt, inversement, non seulement la plus digne moralement, mais la plus efficace politiquement, parce que très souvent, moi, on me dit, bah oui, mais cette position-là, c'est un truc sympa, c'est un truc de bourgeois ou de privilégié, mais il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens, et puis on voit bien que c'est un truc de doux rêveur, voilà, la nuance ou une forme de modération. Or, Albert Camus disait, l'équilibre est un courage de tous les instants. Être équilibré, c'est un courage de tous les instants. Mais après, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots, toujours le même problème, les mots, c'est fragile. Et donc, si la nuance devient une espèce de slogan marketing, ce que ça peut devenir aussi, ben évidemment, tout est trahi. Et par exemple, le fameux « en même temps ». Parce que pour moi, la nuance, c'est pas la tiédeur. Donc, ça veut dire essentiellement se tenir sur la corde raide. Ne pas se faire attraper par un camp ou par un autre. Se dire, ben moi, je vais refuser de voir le monde en noir et blanc, quitte à mettre les fanatiques de toutes les couleurs à dos. Mais ça, à chaque fois, c'est pas du tout quelque chose de facile. C'est effectivement une vraie bravoure presque physique. Ça demande un effort, ça vous est offert presque comme une liberté qui vient de ne sait pas trop où d'ailleurs. Quand on regarde dans l'histoire, ceux qui ont eu la capacité à faire ça, on ne sait pas trop d'où ça vient finalement. Et ça veut dire aussi donc se tenir sur la corde raide, essayer de nommer le réel dans ses contradictions. Vous savez, puisque le Modem, je crois savoir qu'une de ses filiations, c'est quand même la démocratie chrétienne. Si vous regardez aussi bien du côté par exemple, chez quelqu'un comme Charles Péguy, il y a une phrase magnifique de Charles Péguy qui dit il faut avoir le courage de dire ce qu'on voit, et il faut, ce qui est plus difficile, avoir le courage de voir ce qu'on voit. Et ça, c'est une chose qu'on a tous les jours en tête. Le nombre de réunions que vous avez, que nous, on a dans la presse ou ailleurs, et où, autour de la table, tout le monde a conscience très vite que pour nommer quelque chose d'un peu vrai, d'un peu juste, et donc d'un peu périlleux sur le sujet dont on est en train de parler, il faudrait aborder un enjeu que chacun a en tête et que personne ne nomme. Ça arrive très souvent, je suis sûr que ça vous rappelle des choses. Eh ben, c'est un des problèmes massifs pour moi, on en reparlera. Le courage de la nuance, ça s'enracine, c'est moins un concept que quelque chose qui s'enracine dans des choses très concrètes de rapport à l'amitié, à la franchise, à l'humour aussi, etc., etc. Et ça rejoint quelque chose, un aspect, et je m'arrêterai bientôt là, parce que je suis déjà trop long, ça rejoint un aspect fondamental de la démocratie. Quelqu'un comme Raymond Aron, ou quelqu'un de moins connu comme Claude Lefort, que je chérissais beaucoup et qui est mort il y a quelques années, c'est des gens pour qui il était évident que la démocratie, en son cœur, il y avait d'abord une pratique du doute, que c'était à la fois ce qui fragilisait la démocratie face à des gens qui veulent sa peau, et il y en a à nouveau beaucoup aujourd'hui, et en même temps que c'était en dernière instance sa force, que la définition même de la démocratie, c'est cette force vulnérable, c'est de donner la force d'être fort à des gens qui savent qu'ils sont fragiles, et que leur doute, à la fin des fins, leur permettra de gagner. Raymond Aron a des pages magnifiques, alors qu'il est encore très jeune, au moment de la Seconde Guerre mondiale, où il dit je crois à la victoire finale des démocraties, à condition qu'elles le veuillent. Et il veut dire la victoire militaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la victoire militaire des démocraties, pour Raymond Aron, repose sur ce volontarisme qui est aussi une conscience absolue des failles et du dissensus, du conflit orchestré, de cette fragilité comme ça qui fait à la fois donc la faiblesse et la fierté de ces régimes-là. Et ça implique quelque chose qui est très présent aujourd'hui, c'est-à-dire Claude Lefort disait le relativisme mène à la bêtise.
Et c'était des gens qui, à chaque fois, considéraient qu'il fallait absolument critiquer nos régimes et critiquer les démocraties de façon impitoyable, et qui avaient 1000 raisons d'être en colère, 1000 raisons d'être indignés, et c'est le cas encore aujourd'hui, et qui en même temps disaient, mais ça ne veut pas dire, voilà, c'est ce en même temps. Il faut pouvoir critiquer les démocraties de façon impitoyable, et en même temps ne jamais considérer qu'aujourd'hui c'est la dictature, ou que démocratie et totalitarisme c'est la même chose. Là-dessus, il y a des pages magnifiques de Claude Lefort ou de Raymond Aron, il faut les relire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tout un tas de milieux intellectuels radical chic et pseudo-subversifs, eh bien, on jouit tellement de se dire, voilà, on crèverait de reconnaître un début de légitimité à ces régimes où quand même on peut lever le poing sans perdre un bras, enfin il faut le plus souvent, et heureusement, et où on peut élever la voix sans prendre une balle dans la nuque, pour parler violemment. Donc voilà, je pense que j'ai nommé ces petites choses, on y reviendra j'espère pendant la discussion, mais oui, le en même temps, sur tous les sujets qu'on aborde, on pourrait parler du djihadisme, on pourrait parler de tout un tas d'enjeux. À chaque fois, il y a au moins 2 enjeux à nommer, il y a au moins 2 choses à dire en même temps. Après, si le en même temps, et c'est le risque évidemment du moment, si le en même temps devient une espèce de voiture, de slogan ou de voiture-balai de l'opportunisme politique, ben là, ça complique les choses, et on est dans tout, sauf ce que on peut appeler le courage de la mesure. Mais en tout cas, le en même temps authentique, le en même temps qui tient bon sur le réel en tant qu'il est toujours contradictoire, qu'il est toujours complexe, et que tenir sur cette complexité, c'est tout sauf une lâcheté, c'est au contraire une bravoure, eh bien, c'est effectivement, je pense, un des grands enjeux du moment, c'est-à-dire c'est ce que Albert Camus, et je terminerai par là, appelait le suprême courage de la mesure. Voilà, pardon, j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Rachel Kahn, vous aussi, vous êtes adepte de la nuance, vous êtes juriste, scénariste, actrice, vous êtes rappeuse et vous êtes championne de France du 3x400 mètres. Vous vous présentez comme une femme européenne et africaine, française et gambienne, juive aux origines chrétiennes et musulmanes, et vous publiez Racé aux éditions de l'Observatoire, dans lequel vous défendez un antiracisme républicain où les identités dans leur multiplicité peuvent librement s'exprimer. Votre démonstration, à vous, qui rejoint à bien des égards celle que fait Jean Birnbaum dans son livre, elle s'appuie sur votre expérience personnelle de ces sujets et sur l'analyse du rétrécissement du champ lexical, autrement dit de la dictature des 280 caractères qu'on retrouve aussi dans le livre de Jean Birnbaum. Vous dites « Je n'aime pas les mots ou les tribus homogènes », on croirait lire du François Bayrou, et vous écrivez « Dans le contexte du dérèglement climatique, de la disparition des espaces et des espèces, il existe une autre disparition, celle de l'expression des nuances linguistiques, de l'humour, des silences, de la pluralité des univers. » Et à partir de là, vous faites l'inventaire des mots qui séparent, des mots fourre-tout qui ne veulent rien dire ou qui ne mènent nulle part, et des mots qui réparent. Et vous emmenez le lecteur avec vous comme cela, à travers vos expériences personnelles, par l'analyse des mots, à définir ce que peut être un antiracisme ouvert. Notre famille politique, vous avez le groupe démocrate devant vous, défend avec ardeur depuis toujours le respect des différences, du pluralisme, une laïcité ouverte, le respect des identités jusqu'aux langues régionales. Et certains nous accusent régulièrement d'être des naïfs ou de vouloir saper l'unité républicaine. Alors, j'ai envie de vous demander en introduction, selon vous, est-ce que cette égalité républicaine est incompatible avec la libre expression de toutes les diversités, de toutes les différences et de toutes les identités? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous et avec vous, Jean. C'est vrai qu'on est en résonance, et puis de par mon pédigré, je suis ce en même temps en réalité, mais je ne voulais pas l'essentialiser, je voulais que ce en même temps devienne aussi un existentialisme. Et c'est pour ça qu'entre le sport, la tête et le corps et l'esprit, le jeu, et en même temps comédienne et en même temps juriste, voilà, j'essaie de tisser en fait ce récit à mon échelle, mais qui fait partie d'un tout de cette grande histoire française. Et j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit aussi hier sur la question de la légitimité. Parce que c'est vrai que la légitimité a été mise à mal, mais
c'est une sorte de jusque-boutisme. C'est-à-dire que lorsque j'écris ce livre sur la nuance, sur ma nuance en tant que Française, on me dit que je ne suis pas légitime à parler au nom des Noirs. Je ne suis pas une Noire, en fait. Je ne suis pas légitime à être Noire. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ma liberté d'expression est interdite si je ne dis pas des choses qui correspondent à la couleur de ma peau. C'est-à-dire c'est catastrophique. C'est l'inverse de l'universalisme, de l'humanisme, de ce qui fait sens dans notre pays, de notre patrimoine. Et en fait, ce livre-là, c'était effectivement pour tenter de nous libérer. On parlait de là, on est sous le chapeau de la démocratie en question. On est quand même dans un mouvement de victimocratie et qui n'est pas possible, en fait. Il faut faire taire cette victimocratie qui nous mène vers le bas, et justement sur toutes les richesses culturelles, artistiques, littéraires que vous évoquiez, enfin, elles font partie de nous, et en fait, il s'agit aujourd'hui de les faire vivre dans notre démocratie renouvelée. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'on oublie souvent, et là j'ai entendu beaucoup de choses sur des hommes politiques d'extrême droite et extrême gauche, qui ont perdu le sens de l'histoire parce qu'ils sont dans des indignations permanentes, en fait. C'est leur jeu de s'indigner. Ils s'indignent même de leur propre indignation, parfois. Et en fait, ils ont oublié que la France est un État qui s'est construit sur la politique, qui n'est pas un État ethnique, qui n'est pas un État religieux, et qui est un État politique, et donc que nous sommes un peuple politique avec des principes fondamentaux, vous l'avez rappelé, la laïcité, l'universalisme, l'humanisme, l'égalité, la fraternité. Et ça veut dire que notre culture déborde notre citoyenneté. Vous parliez des langues régionales, ça veut dire qu'on peut avoir un socle commun extrêmement puissant et ensuite faire vivre, et je pense à cette langue régionale qui est la plus parlée en France, c'est 3 millions de personnes, le créole. Il ne faut pas, à mon sens, se couper de ce qui nous fait vibrer, de nos émotions. Aujourd'hui, on est en mal d'émotions, on est dans cette période assez révélatrice, évidemment avec le Covid, et où finalement ce monde d'après est encore mieux dessiné. C'est la même chose que le monde d'avant, mais on dessine véritablement les névroses sociales, paranoïaques, égocentriques, victimaires. Et en fait, il s'agit d'agir sur cela. Et si on se coupe de ces racines multiples, plurielles, ben on ne peut pas être dans la nuance et dans l'en même temps. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, une grande chance, d'être bercée par l'amour de mes parents, juifs, musulmans, blancs, noirs. Vous parliez, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je le sais profondément. Mais en fait, c'est ça. Et faire avec cette richesse, cette complexité de cette culture française, de ces cultures françaises dans nos humanités, c'est ce qui fait aussi avancer notre République. Et pas l'inverse. Si on commence à se couper de ça, on perd le moteur de notre République que l'on a en commun, à mon sens. Voilà. Et ensuite, dans mon ouvrage, je considère surtout que le fait d'être dans une radicalité et pas dans la nuance, et pas en prise avec le réel, n'amène qu'à des solutions morbides. Aujourd'hui, la nuance, la complexité, ces richesses-là, en réalité, c'est la vie. Il y a deux mondes, ceux qui choisissent la vie et ceux qui choisissent la mort. Et c'est tout. Et je pense que là, dans cet élan complet de sens, de complexité, où on parle finalement des Français, mais aussi de la France dans le même temps. Souvent, on parle les Français pensent que... Mais en fait, il faut parler des Français et de la France dans le même mouvement. Et là, on arrive à trouver des solutions qui soient dignes aussi pour notre pays, parce qu'on attend beaucoup de ce pays des Lumières. Moi, je travaille beaucoup avec les pays francophones, je travaille beaucoup avec notamment le Rwanda. Et vous savez que les idéologies woke, lorsque vous les rapportez aux pays francophones, on arrive à des trucs de fou. Je ne peux pas parler de réunion en non-mixité face à un public rwandais. Vous vous rendez compte? Le déshonneur, enfin la honte. Et voilà, garder en fait cette nuance-là et toujours dans cette complexité, rechercher les endroits qui n'ont jamais été explorés pour enrichir nos humanités, moi c'est ça qui m'anime. Mais donc de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions finales. Merci beaucoup.
Jean voulait peut-être réagir à ce qui a été dit, peut-être aussi nous dire comment vous avez perçu cette journée d'hier, d'ouverture des procédures des attentats du 13 novembre, et sur ce que ça dit de la relation qu'entretient la France avec ces questions qui sont si sensibles, si dures, et en général difficiles à manier avec le discernement et la nuance dont vous faites la promotion dans le livre. Je ne suis pas sûr. Voilà, merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, ça m'intéressait d'avoir la discussion avec vous parce que je ne connais pas vraiment vos positions, votre sensibilité. Enfin, j'imagine qu'elles sont diverses, mais j'ai hâte qu'on en discute ensemble. Ce qui était très frappant, enfin moi, on a tous été frappés notamment par les premiers mots de la principale figure de ces attentats et du principal accusé. C'est vrai qu'il a tout de suite fait une profession de foi, comme ça. Il y a eu ce face-à-face entre la justice française et puis quelqu'un qui fait d'abord une profession de foi, qui dit pour moi, voilà, il n'y a de juge que Dieu. Et voilà. Et c'est intéressant parce que ça nous met tous devant, ça nous renvoie tous à nos croyances, à nos propres croyances. À quoi est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qui nous fait tenir, ce nous très complexe, pas un nous ethnique, pas un nous fermé, mais ce nous issu justement des Lumières, de tout ce dont parlait Rachel Kahn, de la philosophie grecque, du droit, de droit romain, de l'humanisme, de la révolution biblique, de tout ce qu'on veut. Ce nous-là que les djihadistes en fait nous obligent à assumer. Moi, j'avais fait un livre là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'en fait, à force de cibler ce que nous sommes, ils nous obligent à se demander effectivement, qu'est-ce que c'est que ce nous, à quoi il tient, à quoi nous tenons. Et je me souviens qu'il y avait une vidéo, vous savez, quand Laroussi Abala a assassiné, il y a eu tellement d'attentats déjà que chacun maintenant nous semble, c'est quasiment Verdun, ça nous semble très très lointain. Mais vous vous souvenez quand à Magnanville, ce couple de policiers a été égorgé par Laroussi Abala, le terroriste a filmé en direct sa revendication. Et il est juste devant l'enfant de ce couple. On ne sait pas encore à ce moment-là ce qu'il va en faire. Finalement, il le laissera vivre. Et il fait une déclaration. Il est très calme, très posé. Moi, j'étais très frappé par ce moment. Et il alterne les considérations théologiques, des choses. Il commande des versets. Il y a une grande puissance spirituelle et un grand calme une grande tranquillité, une grande sérénité dans son ton. Et puis des propos plus concrets, plus opérationnels. Il fait des listes de gens qu'il faudra assassiner bientôt, etc. Et il termine en citant un mot du prophète, de son prophète. Il dit, voilà, le croyant est le miroir du croyant. Le croyant est le miroir du croyant. Et bien, quand on a quelqu'un comme ça à l'ouverture d'un procès qui dit ce qu'il dit, effectivement, sa croyance nous renvoie à la nôtre. Et c'est un des grands problèmes aujourd'hui pour nous tous, c'est de retrouver la capacité à faire droit à la croyance et retrouver la capacité à prendre au sérieux, ne serait-ce que le religieux. Et au-delà, même le symbolique. Voilà, la question du symbolique. Je parlais tout à l'heure de Charles Péguy. Quand on a dans ses origines un rapport, ne serait-ce que au christianisme, etc., normalement, on doit pouvoir retrouver le sens du symbolique et donc apporter quelque chose à ce débat public où tellement de femmes et d'hommes politiques ont un réflexe, mais qui est lié aussi à l'état de la société française, un réflexe d'occultation, d'escamotage du fait religieux. Qu'est-ce qui se passe pour que dans un pays comme le nôtre, quand des gens tuent en plein Paris au nom de Dieu, notre premier réflexe, ça soit de dire ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam, etc., etc. Eh ben, il se passe qu'on constate des décennies, peut-être des siècles de sécularisation, et c'est très bien, et de laïcité, tout ce qu'on veut, mais aussi d'oubli de ce que la religion a été en Occident aussi, c'est-à-dire quelque chose qui structurait toute la vie quotidienne. J'ai visité la magnifique église juste à côté de l'hôtel où on était tout à l'heure. J'ai voulu avoir des renseignements sur cette église, j'ai tapé dans Google et j'ai vu juste un commentaire avec marqué « Jolie église, curé sympa ». C'était le principal commentaire sur Google. Bon, bah, peut-être que ça dit quelque chose aussi. Et la question de la nuance, là, elle est à nouveau centrale. On pourra revenir sur le religieux plus tard. Mais à nouveau, aujourd'hui, être nuancé sur ces questions, sur le djihadisme, sur le rapport à l'islam, c'est archi nécessaire pour éviter le pire, comme le disait Rachel Kahn, qu'une position non nuancée, c'est une position morbide.
Moi, je défends beaucoup, enfin, je ne suis pas le seul, bien sûr, je fais ça avec plein de gens qui d'ailleurs sont au cœur de la religion musulmane. Il y a deux, c'est un exemple concret de ce qu'on disait tout à l'heure sur la nuance. Il y a des gens qui disent, comme tant de politique est intellectuelle, et c'est un réflexe compulsif, moi j'ai appelé ça le rien-à-voirisme. Il y a des gens qui disent donc, ça n'a rien à voir avec l'islam, ces attentats, au moment même où des gens disent ce qu'ils disent, c'est-à-dire comment, bon, voilà, on peut leur donner crédit à leurs paroles. Et puis il y a des gens qui disent, non, mais l'islam n'est que violence. Et donc ça n'est que la haine, ça n'est que le sang, c'est un devenir sanglant du début à la fin. Et donc là, à nouveau, se tenir sur la corde raide, c'est en même temps dire, bah non, évidemment que le djihadisme n'a pas rien à voir avec l'islam, et que même ce qui lui donne sa force de propulsion, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, la seule, eh ben, c'est bien une puissance religieuse et un rapport avec des gens qui citent tous les mêmes versets, qui ont tous les mêmes gestes au Nigeria, en France ou ailleurs. À chaque fois, ce sont les mêmes mots qui sont prononcés et ça a une puissance incroyable de mobilisation et d'aimantation. Donc d'un côté, dire mais non, ça n'a pas rien à voir avec l'islam. Bien sûr que c'est lié, que chaque religion sécrète ses dogmatismes, voire ses avatars sanglants, et que là, on a affaire à une radicalisation de l'islam à l'échelle mondiale qui est largement prise en otage par des gens qui ont tous sauf un rapport à la nuance. Et de l'autre côté, refuser évidemment l'amalgame, le fameux amalgame entre l'islam comme spiritualité, comme trésor spirituel, et puis le djihadisme comme violence sanglante. Mais vous voyez, quand vous refusez d'être pris dans un camp, dans ces deux camps-là, dans ces deux extrêmes-là, à nouveau vous vous retrouvez assez seul. Et moi, j'essaie d'expliquer que j'avais fait un livre là-dessus, donc Un silence religieux sur la gauche et le djihadisme, et je citais tout un tas de théologiens musulmans, de simples croyants musulmans, qui eux savent très bien que le djihadisme n'a pas rien à voir avec leur religion. Ils le savent très bien. Et quand vous dites ça n'a rien à voir, etc., au nom avec une intention louable et vertueuse qui est d'éviter la guerre civile, mais en fait, vous les poignardez dans le dos, tous ces gens-là. En tout cas, vous ne leur rendez pas service, parce qu'ils se battent au jour le jour sur un front qui n'est pas que français, qui est un front qui est mondial. Là, on a publié dans Le Monde et ailleurs, d'ailleurs, il y a eu des infographies sur le parcours hallucinant et international des terroristes du 13 novembre. À chaque fois, il y a des ramifications folles, et tout ça est mondial. Et le voir à l'échelle française, c'est une preuve de faiblesse totale. Donc, il faut absolument tenir bon sur ce en même temps, et ne pas fermer les yeux sur l'état de l'islam contemporain, et donc soutenir tous les musulmans, simples croyants ou théologiens, qui se battent sur ce front intérieur, dans cette espèce de guerre civile mondiale qui ravage l'islam de l'intérieur, et qui a été documentée de mille manières, les soutenir parce qu'eux essayent de soustraire leur foi aux fanatiques. Mais voilà, quand il y a ce genre de scène comme celle qu'il y a eu hier, tout d'un coup, avec quelques mots, avec un juge, la justice française qui dit « bon, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard ». Mais non, en fait, il faut le voir maintenant. Il faut le voir maintenant. Il y a des gens qui croient à des choses et il faut cesser de raturer, d'escamoter ce que Michel de Certeau, encore pour citer un grand philosophe, psychanalyste chrétien, appelait le leitmotiv intérieur. C'est très important de retrouver le sens de ça et plus généralement du symbolique. Voilà, du symbolique. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Mario Stasi nous a rejoint. Est-ce que vous nous entendez bien ? Moi, je vous entends, mais est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Alors vous aussi, Mario, vous êtes un militant antiraciste puisque vous êtes président de la LICRA depuis 2017, où vous œuvrez conjointement avec Rachel Kahn d'ailleurs. Vous êtes une figure bien et très connue de notre famille politique. En 2018, vous êtes mobilisé pour la suppression du terme « race » de la Constitution. Et on a naturellement envie d'entendre vos réactions aux propos que vous venez d'entendre. J'espère que vous avez pu entendre Rachel et Jean. Et puis, s'agissant d'un sujet sur lequel, là aussi, le groupe Modem et Démocrates apparentés s'est beaucoup investi sur les 4 années qui viennent de s'écouler, connaître vos préconisations pour faire reculer le racisme à l'heure où le débat public est saturé par l'émergence des mouvements woke et indigénistes. Je vous propose de prendre la parole pour 5-6 minutes et puis je vous propose à mes camarades de préparer leurs questions pour entrer dans le débat. Et je vous remercie. Je vais essayer d'être synthétique. D'abord,
dire à Rachel que je suis content une nouvelle fois de la retrouver en visio. J'espère un jour que nous pourrons nous revoir. Ma présidente de commission sport, une femme formidable. Je lis M. Birnbaum, mais malheureusement, je n'ai pas entendu ce matin. Le son n'était pas très bon et veuillez m'excuser si je ne réponds pas à ce que vous avez pu dire. Et puis, introduire ce débat avec M. Barrot, ça me rappelle, cher Jean-Noël, 40 ans de mon histoire et c'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole ici devant vous tous. J'aimais beaucoup mon oncle Bernard. Voilà. Vous dire que je ne suis pas un militant antiraciste. Je suis un militant politique. Et je conçois le combat de l'association à laquelle Rachel et moi appartenons et pour laquelle nous œuvrons comme une association qui mène des combats politiques pour la cité avec une vision universaliste, et j'y reviendrai, dans un combat certes qui est un combat antiraciste, mais la LICRA, c'est la Ligue contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Et nous considérons, et je vais être assez synthétique, que pour combattre efficacement le racisme et l'antisémitisme, il faut s'appuyer sur deux socles qui doivent être renforcés. L'un qui est sous le feu de l'actualité et dont on affuble différents qualificatifs alors qu'il s'agit simplement de retrouver l'esprit et la loi, l'esprit et la lettre, de la loi, c'est la laïcité, le premier socle. Et il faut, dans cette République, une laïcité toujours et toujours réaffirmée, sans accommodement, pas à l'anglo-saxonne, et à côté, un chantier qui est loin d'être achevé. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Un chantier qui est celui de la lutte contre les discriminations. Et si l'on me pose la question, quel monde de demain vous imaginez? J'imaginerais un monde où on continuerait certes à se battre pour la laïcité, où on constaterait que les discriminations à l'emploi, à l'accession à la propriété ou autres, effectivement, dans les faits, commenceraient à baisser. Et je souhaiterais un monde, et ça c'est l'expérience du président de la LICRA que je vous livre, où nous soyons de nouveau en exigence de la responsabilisation des individus, que chacun et chacune soit responsable de ses actes, de ses écrits et de ses paroles, à quelque niveau que ce soit sur les réseaux sociaux, dans une foule qui est de moins en moins anonyme, ou sur les chaînes d'information en continu, mais aussi où nous ayons une préoccupation, et ce serait l'alternative, d'un retour à l'esprit collectif. Car ce que je constate avec, et j'entendais l'introduction de Jean-Noël, je crois qu'il disait « trop libre pour appartenir à un parti ». Cette fausse liberté pour appartenir à un espace, à un esprit collectif, ce retour sur soi, cette individualisation terrible de l'individu sur son identité, sur ses origines, c'est ce que j'appelle le « et moi, et moi, et moi », qui n'est pas la responsabilisation de l'individu, mais qui est le narcissisme de l'individu. Alors oui aux origines, oui à la culture, oui à l'identité diverse, mais attention à ce que cela ne se coupe pas d'un sentiment obligatoire qui fait d'un individu un citoyen, je veux dire un esprit, un espace, un horizon collectif. Et le projet politique de demain, c'est celui qui arrivera, à mon sens, et nous œuvrons, nous essayons, et je vous expliquerai comment à la LICRA, d'œuvrer en ce sens, de respecter la responsabilisation de chacun, j'allais dire l'identité de chacun, lorsque celui-ci admet qu'il est responsable de ses actes et que nous mettons en place des méthodes de sanction sur les réseaux sociaux, les tribunaux, on y reviendra peut-être, sortir les lois racistes des lois de protection de la presse, faire du délinquant raciste un délinquant ordinaire, expliquer que l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, mais que c'est un délit, et en même temps respecter cette identité et le faire de cet homme un citoyen responsable, mais qu'il dépasse son identité dans un univers, un espace, un projet collectif. Comment créer cette appétence au projet collectif? C'est, à mon sens, le défi premier des associations comme les nôtres, et des mouvements politiques qui sont celui notamment du MODEM. Et l'expérience de cette association antiraciste, universaliste,
En deux mots, ce n'est pas parce que je suis blanc que je ne dois pas défendre les Noirs, musulman que je ne dois pas défendre les Juifs. C'est une citoyenneté qui dépasse la race, qui dépasse l'origine. C'est une citoyenneté de tous. Eh bien, l'expérience que j'en tire, c'est que, tout passe évidemment par l'éducation et la formation. Lycée, collège, école primaire. Rappel de l'éthique, rappel de la valeur, rappel d'une certaine morale, rappel de l'histoire religieuse, rappel de l'histoire, rappel des différentes religions, et plus encore au temps périscolaire. Cela passe aussi par un souci très fort d'initiatives, de projets locaux. Nous avons constaté qu'à Vaux-en-Velin, par exemple, ville dont le maire se présente d'ailleurs à la primaire socialiste, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un plan qui est efficace dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui fait en sorte que sous la coordination d'un maire, des associations nationales, des associations locales et des acteurs locaux, écoles, clubs de sport, théâtres municipaux, organisent toute l'année durant, donc dans un projet politique de vie de la cité, sous la coordination du maire, action politique dont il peut se prévaloir, des événements, des rencontres, des ouvertures qui permettent de décloisonner ces identités qui vivent les unes après les autres, et des interventions dans les clubs de sport, par des événements culturels ou festifs, dans le périscolaire et dans les lycées et dans les collèges, toute l'année durant, afin de mettre en place et de faire naître un esprit collectif. Car ma crainte à moi, c'est que, c'est la phrase de Victor Hugo, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Entre l'instruction de l'école et l'éducation de la famille, il y a un temps horaire, il y a un laps de temps où ce jeune dont on veut faire un citoyen est livré, entre guillemets, à la rue. Et le projet politique, c'est de faire vivre cette rue, c'est de faire en sorte qu'il y ait du périscolaire, qu'il y ait du club de sport, qu'il y ait du milieu associatif, que l'on réussisse à recréer des micro-projets, des micro-sociétés dans les quartiers en déshérence, pas simplement un poste de police, pas simplement une assistante judiciaire ou une assistante sociale, mais des centres de vie où l'on puisse essayer d'encadrer ces jeunes avant qu'ils ne sachent plus ce qu'est, j'allais dire, la citoyenneté et l'esprit collectif, et qu'ils se retournent vers eux-mêmes aussi parce qu'ils se sentent discriminés. Alors, je pars un petit peu, allez-vous me dire, dans tous les sens, mais je ne le crois pas. Parce que vous comprendrez que pour moi, le projet antiraciste, c'est un projet non pas qui s'adresse à l'émotion, ma chère Rachel, et on a peut-être là un point de divergence. Tu disais, on est en mal d'émotion. Nous vivons sous le joug de la génération des offensés, comme disait Caroline Forest. C'est-à-dire que l'offense, le émoi, le surplus d'émotion coupe la raison, empêche l'esprit critique, empêche l'instruction d'amener justement un certain apaisement. Et je ne pense pas, moi, que le moteur de la République, ce soit une succession d'émotions. Je pense au contraire que c'est une construction lente de transmission du savoir, d'exigence de chacun, mais de chacun dans la transmission, dans la parole impeccable qui doit être transmise, pour pouvoir être comprise et ingérée par le jeune dont on veut faire un citoyen. Et pour moi, le monde de demain, c'est un monde qui aura su ingérer ces émotions, faire que l'émotion redevienne le plus possible de l'intime, et que l'on puisse en faire calmement parler des faits que l'on ne doit pas taire pour pouvoir les analyser et avoir des débats sereins, tant sur les chaînes d'information en continu que sur les réseaux sociaux qui deviennent des déversoirs de haine, mais aussi dans cette vie quotidienne. Alors moi, je me méfie des émotions, même si l'émotion est un moteur, et ma conclusion, j'aurais évidemment beaucoup d'autres choses à dire et je serais heureux de pouvoir répondre, mais le monde de demain, pour moi, j'allais dire sous certaines formes de provocation, ce serait un monde post-racial. C'est-à-dire où la race ne poserait plus de problème, où l'identité ne serait plus un enjeu, où la diversité ferait partie de l'acquis,
Et on pourrait enfin avoir, sur des projets de société, sans se soucier de savoir quelle est l'histoire, l'origine, sauf dans l'enrichissement, mais pas dans la rancœur ou dans la revendication, que l'on puisse avoir des débats apaisés pour des projets collectifs. C'est peut-être utopique, mais l'universalisme aussi est utopique. Et si j'y croyais pas un peu, il faut encore vivre d'utopie. Et en tout cas, c'est un projet politique. Donc, pour conclure, je suis un militant politique, la vie de la cité, et c'est d'ailleurs en cela que Rachel et moi, nous rejoignons dans nos combats. Eh bien, merci beaucoup. Dans ses écrits, moi, doit être, me semble-t-il, au service du vision de la politique.